Bonjour. Ce mercredi 17 avril 2024, un conseil des ministres est tenu de 11h à 12h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence, bien entendu, de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait 12 mesures générales composées de 3 projets de loi et d'ordonnances et de 9 projets de décrets, de mesures individuelles et de 3 communications. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, chers internautes, vous faire le compte-rendu de ce Conseil des ministres. Comme je vous l'ai annoncé, dans le cadre des mesures générales, 3 projets de loi et ordonnances ont été adoptés. Ainsi, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un projet de loi portant création du registre des bénéficiaires effectifs, des personnes morales et des constructions juridiques. Ce projet de loi répond à une exigence majeure de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il met en place un dispositif d'identification minutieuse des partenaires d'affaires et surtout des personnes qui, en dernier lieu, exercent un contrôle effectif sur les personnes morales, connues sous la dénomination de bénéficiaires effectifs. À cet effet, ce projet de loi prévoit, au greffe de chaque tribunal de l'ordre judiciaire, un registre des bénéficiaires des personnes morales inscrites au sein de la circonscription couverte par la juridiction. Un registre central des bénéficiaires effectifs, des personnes morales et des constructions juridiques prévu au greffe du tribunal du commerce d'Abidjan regroupera toutes les données nationales en vue de s'assurer de la disponibilité en temps utile de ces informations et de garantir corrélativement la transparence et la sécurité du milieu des affaires. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de la nature de certaines recettes de services recouvrées par des services administratifs publics en recettes fiscales et le projet de loi de ratification y afférent. Cette mesure concerne 112 recettes de services identifiées dans les différents ministères suite à une étude commanditée par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique et financier et du renforcement de l'efficacité du système budgétaire. Ces recettes de services sont requalifiées en recettes fiscales et intègrent désormais le schéma de comptabilisation des recettes fiscales dans le tableau des opérations financières de l'État. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un projet de loi portant création du registre des bénéficiaires effectifs. Excusez-moi, c'est une page qui s'est glissée une deuxième fois dans mon texte. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère concerné, le Conseil a adopté une ordonnance portant mise en œuvre de la 3e phase du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne et le projet de ratification, de loi de ratification y afférent. Conformément à l'accord conclu en novembre 2008, entré en vigueur depuis septembre 2016, la première et la deuxième des 5 phases prévues pour le démantèlement tarifaire ont démarré respectivement le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021, avec la prise des ordonnances du 23 janvier 2019 et du 9 décembre 2020. La présente ordonnance fixe les principes et les modalités de la mise en œuvre de la 3e phase du démantèlement tarifaire. Elle porte sur 1080 lignes tarifaires en complément des 2305 lignes tarifaires des 2 premières phases de libéralisation
pour une offre consolidée d'accès au marché de 3 385 lignes tarifaires au 1er janvier 2024. Les deux dernières phases du démantèlement tarifaire sont prévues respectivement en 2026 et en 2029 pour aboutir à l'ouverture maximale prévue par l'accord, représentant environ 88% des lignes tarifaires, soit 5 615 lignes du tarif extérieur commun CEDEAO. Je voudrais à présent aborder avec vous les projets de décret qui ont été adoptés au cours de ce Conseil. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté 6 décrets. Le premier décret porte sur l'approbation de la convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et le transfert d'une centrale solaire de 52 MW crête à Sokoro, dans la sous-préfecture de Ferkessé-Dougou, dénommée Convention Ferkess-Solar. Cette convention a été signée en janvier 2024 avec la société Ferkess-Solar SA dans le cadre de la politique de promotion de la participation du secteur privé au développement du secteur de l'électricité. D'une capacité installée de 52 MW crête et avec une production moyenne annuelle de 85 GWh, la centrale sera implantée sur un site d'une superficie de 70 hectares à Sokoro, dans la région du Tchologo. Le coût global du projet est évalué à 39,5 milliards de francs CFA. Les 5 autres décrets portent chacun attribution d'un permis de recherche minière, dont 4 valables pour l'or, respectivement aux sociétés Tchologo Exploration SA dans le département de Niakarama, Dougou et de Korogo, dans les départements de Niakarama, Dougou et Korogo, Ocres SARL dans les départements de Zuenoula, de Vavois et de Kounaïri, Smart Mineral Explorers SARL, en abrégé SMEX SARL, dans les départements de Kouto, de Tengrela et de Kanyaso, et de Glory Gold Resources SARL dans les départements de Tiasalé, de Tabo et de Divo. Le 6e décret adopté par le Conseil au titre du même ministère est quant à lui relatif à l'attribution d'un permis de recherche valable pour l'ilménite, le rutile, le zircon, la silimanite, ce sont des métaux rares, à la société Silo Minéral Côte d'Ivoire dans les départements de San Pedro et de Tabou. Ces permis de recherche sont délivrés pour une durée de validité de 4 ans, conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'initiative pour la transparence des industries extractives en Côte d'Ivoire, en abrégé CNITIE. Ce décret réaménage les organes et fonctionnements du CNITIE en cohérence avec les recommandations de l'ITIE international issues de l'évaluation de notre pays en 2023. Ainsi, ce décret renforce notamment la participation des sociétés extractives de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des chercheurs aux organes et aux réunions du CNITIE, en vue notamment de garantir, conformément aux standards du processus ITIE, la transparence dans la gestion des ressources minières et énergétiques nationales. Le deuxième décret est relatif à la mise en œuvre des sanctions financières ciblées
en matière de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. En application de l'ordonnance du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive en lien avec les nouvelles exigences de l'UEMOA en la matière, ce décret détermine l'autorité compétente en matière de gel administratif de fonds et l'autorité chargée de la mise en œuvre des sanctions connexes au gel des avoirs. Il définit, en outre, les modalités de mise en œuvre des sanctions financières ciblées, ainsi que les voies de recours et les mesures d'assouplissement qui s'offrent aux personnes ou entités qui font l'objet de sanctions. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant cession d'une parcelle à Bessikwa, Cocody, dans la commune de Cocody, donc, au profit des agents de Côte d'Ivoire Énergie issus de l'ex-SOGEP. La SOGEP, devenue Côte d'Ivoire Énergie, a acquis en 2009, avant sa dissolution en 2011, une parcelle de 2 hectares pour la réalisation d'un projet immobilier au profit de son personnel. Conformément à la législation en vigueur relative à l'orientation et au fonctionnement des sociétés d'État, et en cohérence avec les termes du projet initial, ce décret autorise la société Côte d'Ivoire Énergie à céder à titre gracieux et sans contrepartie aux ex-agents de l'ex-OGPE ou à leurs ayants droit les lots issus du morcellement de la partie de la superficie initiale ayant fait l'objet d'un titre définitif de propriété, soit 1 hectare 34 arts 52 centiares, en attendant le règlement des litiges en cours pour le reste de la parcelle. Je voudrais à présent vous donner lecture donc des mesures individuelles. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative au compte-rendu des délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination et des projets d'organigramme des départements ministériels qui s'est tenu le 4 mars et le 12 avril 2024. Ainsi, sur proposition du ministre des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères techniques concernés, sont nommés en qualité de directeur des affaires financières dans les départements ministériels énumérés ci-après. Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Doucouré Lassiné. Ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Nguessan Kwaku Hippolyte. Ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, M. Aka Kwasi Alexis. Ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Dro Dosso. Ministère délégué auprès du Premier ministre, ministère des Sports et du cadre de vie, chargé des sports et du cadre de vie, M. Koulibaly Kassoum. En outre, sur proposition du ministre des Finances et du Budget, est nommé M. Sissé Abdul Kader en qualité de comptable général à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Zabavi François Xavier en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République démocratique du Congo avec résidence à Kinshasa. Mesdames et messieurs, je vais à présent aborder donc les communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Il y en a 3, comme je vous l'ai indiqué, d'entrée de ce compte-rendu. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie,
le Conseil a adopté une communication relative à l'institutionnalisation du Salon international des ressources extractives et énergétiques, le CIREX, et à l'organisation de l'édition 2024. Dans le contexte des récentes découvertes de gisements pétroliers et gaziers significatifs, le Conseil a décidé de mettre en place une plateforme promotionnelle dénommée Salon international des ressources extractives et énergétiques, le CIREX, qui se tiendra tous les 2 ans et durant 5 jours consécutifs, avec pour objectif essentiel de stimuler davantage les investissements privés nationaux et internationaux dans le secteur et d'assurer une meilleure répartition des richesses générées. La première édition du CIREX est prévue sur la période du 27 novembre au 2 décembre 2024 au parc d'exposition d'Abidjan sur le thème « Développement durable des industries extractives et énergétiques, quelle politique et stratégie ?» Elle s'articulera autour de la présentation des grands projets prioritaires nationaux et sous-régionaux du secteur mines, pétrole et énergie, du renforcement des partenariats sous-régionaux et internationaux en vue de la mobilisation de financement, de la découverte par le grand public du secteur extractif et énergétique ivoirien, ainsi que de la promotion du contenu local et des métiers de toute la chaîne des valeurs auprès des entrepreneurs et des jeunes. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, qui a décidé depuis fin 2023 d'étendre ses opérations en Afrique subsaharienne. À cet effet, le Conseil des gouverneurs de cette institution financière multilatérale a sélectionné 4 pays, dont la Côte d'Ivoire, pour entrer dans le capital de la BERD. Aussi, le Conseil a donné son accord pour l'adhésion de notre pays à l'accord portant création de la BERD et a instruit les ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions appropriées pour permettre à la Côte d'Ivoire de tirer profit des financements importants réservés aux projets structurants des pays éligibles. Au titre du ministère délégué, auprès du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur chargés de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République du Sénégal. Une délégation de haut niveau, conduite par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau président sénégalais, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, tenue le 2 avril 2024 à Diamniadio, au Sénégal. À l'issue de la cérémonie d'investiture, le vice-président de la République a réitéré les félicitations chaleureuses de Monsieur le Président de la République et du peuple de Côte d'Ivoire au nouveau président de la République du Sénégal, tout en lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses charges éminentes au service du peuple frère du Sénégal. Ce dernier point, cette dernière communication donc a mis fin au Conseil de ce jour. Le chef de l'État, à la fin donc de l'épuisement donc de l'ordre du jour, a tenu à rendre un hommage au président du Conseil supérieur de la magistrature, M. Koné Mamadou, qui vient de nous quitter et dont les obsèques commencent demain, en rappelant son brillant parcours universitaire, mais également sa brillante carrière administrative, qui l'a conduit donc jusqu'à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, après avoir connu des expériences gouvernementales. Le prochain conseil aura lieu
le 8 mai 2024. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens donc à votre disposition, conformément à nos procédures, pour les questions sur le Conseil et éventuellement pour des questions d'actualité. Vous connaissez la procédure, vous venez, vous vous présentez, vous posez votre question. Bonjour, Monsieur le ministre. Oui, bonjour. Je suis Patrice Alegbé, journaliste à APA News. Patrice Alegbé, journaliste à APA News. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a des recettes de services qui seront transformées en des recettes fiscales. Oui. Qu'est-ce que le gouvernement attend par recettes de services? Est-ce que vous pouvez nous définir donc, les recettes de services et quelles sont les recettes de services qui seront donc considérées comme des recettes fiscales? Merci. Merci. La première question est aisée à répondre. Les recettes de services, ce sont des recettes que les ministères percevaient donc, pour certains services qu'elles rendent. Et ces recettes ont été requalifiées de recettes fiscales parce que le gouvernement a estimé que c'était une forme de fiscalité et qu'il n'était pas question qu'elles aillent au ministère, mais plutôt directement au budget de l'État. Voilà comment je peux vous définir ce que c'est que les recettes de services et les recettes fiscales. Maintenant, pour le nombre, il y a plus d'une centaine de recettes de services qui ont été identifiées. Le décret sera publié donc, au journal officiel. Vous aurez le détail donc, de toutes ces recettes de services qui désormais sont considérées comme des recettes fiscales et iront donc directement dans les caisses de l'État. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Koné Souleymane, journaliste à Kwasi.com. Monsieur le ministre, j'ai revenu sur la question. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de recette de service? Exemple de recette de service, vous en avez plusieurs. Hein. Vous avez par exemple au niveau de certains ministères, certains agréments qui sont donnés. Si je prends par exemple au niveau du ministère de la production animale, les questions de phytosanitaires qui permettent donc de dire que tel produit est qualifié pour aller à l'exportation. Il y a une taxe, on peut l'appeler ainsi, qui est perçue pour ce service qui est délivré là. Et donc ce genre de taxes-là ne vont plus directement au ministère, elles sont considérées comme une fiscalité, donc elles vont au budget de l'État. Voilà. Vous en avez plusieurs comme ça. Ici, c'est 122 recettes de services qui ont été identifiées pour être considérées, pour être requalifiées comme étant donc des recettes fiscales. Mais comme je vous l'ai indiqué dans le décret, vous aurez la liste des 122. Je n'ai pas le décret sur moi ici parce que, bon, vous savez, les dossiers du Conseil sont volumineux, donc je ne viens pas avec tout le dossier. Je vous en fais juste le compte-rendu. Mais le décret sera publié et en toute transparence, vous aurez la liste donc, des 122 recettes de services qui désormais sont considérées comme recettes fiscales. Bonjour, Monsieur le ministre. André Simian, journaliste à Live TV. Dans votre intervention, vous avez parlé de la future adhésion de la Côte d'Ivoire à la Banque européenne BERD. Alors, quelles seront les retombées pour la Côte d'Ivoire en intégrant cette Banque européenne BERD?
Ben, les pays qui sont membres de cette banque peuvent bénéficier de certains financements. Donc, d'où l'intérêt pour notre pays donc, à participer donc, je dirais, à cette banque, à rentrer donc, dans cette banque-là. Et je pense que c'est un honneur qu'est fait la Côte d'Ivoire. C'est la marque de la confiance qui est faite à la solidité de notre économie si nous sommes appelés à intégrer donc une pareille banque. Et évidemment, tous les pays qui sont membres ont des facilités en termes de financement de leurs projets de développement. Voilà l'intérêt immédiat que nous en tirons. Bien entendu, vous savez que dans une banque, les actionnaires, après, donc en cas de partage de dividendes, en bénéficient. Mais déjà de façon directe, le simple fait de pouvoir avoir, je dirais, des faveurs en termes d'éligibilité de certains projets de développement est un gros avantage pour nous. D'accord. Bien. Si nous n'avons plus de questions sur le Conseil, on peut passer aux éventuelles questions d'actualité. Je sais qu'il y a longtemps que nous nous sommes vus. L'actualité a été très mouvante. Je ne dis pas que je m'attends à une pléthore de questions, mais bon. Mais c'est tout comme. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Yapi Koulibaly pour le quotidien Le Jour. Monsieur le ministre, M. Gbagbo, bien qu'éjecté de la liste électorale du fait de sa condamnation à 20 ans de prison, se dit candidat à la présidentielle de 2025. Son acte n'est-il pas susceptible de troubler l'ordre public? Que compte faire le gouvernement chargé de veiller au maintien de l'ordre public pour la prospérité des affaires des hommes ivoiriens et de tous ceux qui font l'amitié de vivre sur notre sol? En fait, je ne veux pas faire de politique fiction. Je ne vois pas en quoi le fait que M. Gbagbo ait dit qu'il est candidat pourrait être objet de trouble à l'ordre public. Les questions, donc, je dirais, d'éligibilité de M. Gbagbo sont des questions qui sont juridiques. C'est une décision de justice qui a été transmise à la CEI qui a fait qu'il ne peut pas être sur la liste électorale. Ça reste une question de justice. Nous sommes dans un état de droit. Je pense que M. Gbagbo est quelqu'un qui croit à l'état de droit, mais il saura respecter les décisions de justice. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Francis Kofi de Live TV. Monsieur le ministre, le samedi dernier, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, a affirmé que jusqu'à présent son compte est gelé. Et il estime que aujourd'hui son compte doit être dégelé comme celui du président Gbagbo et les autres. Et qu'est-ce que le gouvernement dit? Mais vous savez, une fois de plus, que les questions de gel et de dégel des comptes sont des questions de justice. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ramène au gouvernement des questions de justice. Il faut que les uns et les autres acceptent définitivement de comprendre que nous sommes dans un état de droit et que le temps où on pensait que la justice était instrumentalisée est passé. Il existe bien une justice aujourd'hui qui est indépendante. Cela est peut-être symptomatique de ce que ces personnes pensent de la gestion d'un État. Ce temps est révolu. Si M. Charles Blé Goudé veut que ces comptes soient dégelés, si tant est-il qu'ils étaient gelés, il existe des recours, il s'adresse à la justice. Yapi Koulibaly, j'ai parlé de susceptibilité de trouble à l'ordre public parce que quand Laurent Gbagbo et ses partisans disent Gbagbo candidat en 2025, alors qu'il est frappé d'incapacité, comme l'écrit dans le code électoral à son article 4, ça ressemble un peu à on gagne ou on gagne en 2010.
On sait tous où ça nous a conduit, ce slogan. Aujourd'hui, on parle de candidat en 2025. Et s'il n'est pas candidat en 2025, qu'est-ce qui va encore se passer? Or que le gouvernement a besoin de paix, de sérénité, pour que les investisseurs puissent rester aussi. Ils vont dire, ah, Gbagbo dit des candidats. Ok, s'il n'y a pas de candidat, il peut fuir. Que fait le gouvernement? Alors, je voudrais vous dire que ce n'est pas le gouvernement qui a besoin de paix. Ce sont les Ivoiriens qui ont besoin de paix. C'est l'ensemble de la Côte d'Ivoire qui a besoin de paix. Ce sont tous les habitants de ce pays qui ont besoin de paix. Et ils nous ont démontré leur soif de paix tout récemment à l'occasion de la CAN que nous avons vécue dans une atmosphère qui était extraordinaire. Et tout le monde a salué la cohésion retrouvée dans notre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Donc je n'ai aucun doute que ces Ivoiriens sauront garder à l'esprit ce besoin de paix. La paix, ce n'est pas qu'une affaire du gouvernement, donc je veux tout de suite le rectifier. Ce n'est pas le gouvernement qui a besoin de paix, c'est l'ensemble des citoyens de ce pays. Et partant de là, je n'ai aucun doute que certains appels qui pourraient nous faire revivre certains événements que nous avons vécus resteront lettres mortes, parce que notre soif de paix aujourd'hui est réelle. Bonjour, monsieur le gouvernement. Pardon, monsieur le ministre, le porte-parole du gouvernement. Je suis Benoît Elie, Fraternité Matin. Nous avons cru lire dans le Time récemment, le 15 avril précisément, que la Grande-Bretagne envisagerait de solliciter certains pays, dont la Côte d'Ivoire, pour accueillir les migrants en situation irrégulière sur son sol actuellement et qu'elle s'apprêterait à expulser. Il semble que cela s'est déjà fait par le passé avec le Rwanda. De quoi s'agit-il exactement? La Côte d'Ivoire n'est pas informée de cette intention de la Grande-Bretagne. Donc c'est un fake news? En tout cas, nous ne sommes pas informés. La Côte d'Ivoire officielle n'est pas informée. Merci, monsieur le ministre. Personne n'est informé. J'ai vu cette information sur un site. Vous imaginez que la porte d'entrée de la Côte d'Ivoire, c'est le ministère des Affaires étrangères. Personne aux Affaires étrangères n'est au courant donc de cette information. Je ne sais pas d'où elle vient. Vous citez le Times. Bon, je n'ai pas vu le Times. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire n'est pas informée de cette intention. Et j'apprécie que vous ayez mis tout cela au conditionnel. Bonjour Monsieur le Ministre, Binta Diane de RFI. Il y a quelques semaines de cela, vous avez annoncé la création d'une cellule pour rattacher au ministère, à la primature, pour assister les personnes qui devaient être délogées, entre guillemets déguerpies. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que cette cellule est active? Est-ce qu'elle a pu rencontrer les personnes qui sont concernées? Deuxième question, ça concerne l'arrestation le 27 mars dernier d'un militaire burkinabé et d'un VDP. Sont-ils toujours aux arrêts? Pour quel motif? Y a-t-il des discussions avec les autorités burkinabées? Merci beaucoup. Merci. La cellule a commencé à travailler et déjà la semaine passée, le ministère de la Cohésion sociale a contribué à la remise donc, de fonds pour les personnes qui ont été déguerpies. Donc, c'est-à-dire que la cellule a commencé à fonctionner. De même, je vous avais annoncé qu'un site avait été réglé ces petites questions de franchissement de frontières qui existent en d'autres deux pays. J'ai expliqué que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il est déjà arrivé qu'au niveau de la Guinée, par exemple, on ait de pareils incidents où ce sont des militaires guinéens qui franchissent la frontière de la Côte d'Ivoire ou alors des Ivoiriens qui franchissent donc la frontière de la Guinée. Nos frontières sont ce qu'elles sont, elles ne sont pas totalement tracées. Il existe une commission au niveau de la CEDEAO, justement, qui travaille à la délimitation des frontières.
Mais en attendant, lorsque ce genre d'événement arrive, on trouve entre nous les ressources nécessaires pour pouvoir donc les régler. Et c'est ce qui va se passer avec le Burkina. Et très vite, les choses vont rentrer dans l'ordre. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Fulbert Yao de Anadolu Agence et de l'Info Express. Ma question est d'ordre sécuritaire. Le chef de l'État, lors de l'audience qu'il a accordée au ministre français M. Séjourné, a dit qu'il y avait quelques soucis d'ordre sécuritaire au nord de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il y a certains médias qui ont parlé de l'attaque imminente de terrorisme. Est-ce que, Monsieur le Ministre, à ce jour, le nord de la Côte d'Ivoire est infiltré par les groupes terroristes? Quel est le niveau sécuritaire aujourd'hui? Parce qu'il y a certains partenaires à l'étranger qui s'inquiètent déjà de la sécurité dans cette partie du pays. Merci, Monsieur le Ministre. On a, je pense, une différence de compréhension du nord de la Côte d'Ivoire. Le Burkina est au nord de la Côte d'Ivoire. Le Mali est au nord de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas nier que ces deux pays ont des problèmes d'ordre sécuritaire. Je ne sais pas si nous sommes compris. On n'a pas la même compréhension du nord de la Côte d'Ivoire. Donc je comprends que vous aimez tellement le pays que dès qu'on a dit nord de la Côte d'Ivoire, vous avez vu le nord intramuraux, alors que le nord, ça peut être aussi à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et ces deux pays sont au nord de la Côte d'Ivoire. Et il est indéniable que ces deux pays ont des problèmes de sécurité. Notre nord est surveillé. Nous avons déployé des forces de l'ordre, mais nous ne sommes pas contentés que de cela. Nous avons estimé qu'il fallait lutter contre les vulnérabilités des populations pour éviter qu'elles puissent, au nom justement de cette vulnérabilité, être fragiles et répondre à quelques chants de sirènes qui pourraient arriver justement du nord de la Côte d'Ivoire. C'est en cela que des investissements ont été faits dans ces localités. Les 5 régions, notamment frontalières, le Bunkani, le Folon, le Tchologo, le Poro et la Bagoué, qui sont des régions frontalières justement avec ces pays qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Et des investissements socio-économiques de base ont été réalisés en adduction d'eau, en électricité, en route, en école. Même quand vous prenez le programme jeunesse du gouvernement, un programme spécial de lutte contre la fragilité des populations dans ces régions a été mis en œuvre de façon à permettre à ces populations d'avoir suffisamment de résilience. Tout cela combiné avec la présence des forces de l'ordre, parce que notre pays a très tôt compris que la réponse aux questions du terrorisme ne peut pas être que militaire. C'est pour cela que nous avons fait ces investissements dans ces régions-là. Donc tout cela combiné fait qu'il n'y a pas de risque zéro en matière de terrorisme. Des grandes puissances en sont victimes. Mais le pays s'est donné donc les moyens. Et les premiers moyens, c'est la résilience des hommes. Permettre aux hommes de sortir d'une certaine fragilité qui puisse donc les rendre vulnérables à ces appels ces chants de sirène donc des terroristes. Tout cela combiné, on peut vous dire que pour le moment, en tout cas, le nord de la Côte d'Ivoire est tenu parce que les populations sont dans un meilleur cadre de vie, elles ont un meilleur attachement à l'État-nation, elles ne vont donc pas répondre à ces différents appels et parce que nos forces de l'ordre sont présentes et veillent au grain. Voilà ce que je peux vous répondre. Bonjour Monsieur le Ministre, Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Monsieur le Ministre, lors du dernier conseil, ici même, lorsque j'ai posé la question relativement au prix du cacao, faisant une étude comparée de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, vous m'avez rassuré qu'on n'avait pas le même système de vente avec le Cameroun. Contre toute attente au bonheur de nos paysans, la campagne intermédiaire du cacao 2023-2024 a été fixée à 1500 francs. Interrogés sur la question, des paysans nous ont fait entendre que le gouvernement ivoirien peut faire mieux au regard de ce qu'a expliqué le ministre en charge de l'agriculture.
est-ce que dans les jours à venir, on peut s'attendre, ou pour la prochaine campagne, à une augmentation encore à ces prix qui d'autres coopératives souhaitent, qui passe à 2500 francs? Je note que la majorité des coopératives est satisfaite de ce prix. Et je vous ai bien expliqué que nous n'avons pas le même système de vente. Non seulement cela, mais notre politique n'est pas la même. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao bénéficient d'intrants, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao bénéficient à chaque campagne de réaménagement des pistes cacaoyères pour faciliter la sortie des produits, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où rien que le transport devient casse-tête pour les producteurs. En Côte d'Ivoire, les zones de production du cacao bénéficient de beaucoup d'autres investissements sociaux de base, comme des écoles, comme des forages en eau, etc. Donc, tout cela est entretenu par cette économie cacaoyère qui fait que les producteurs ont moins de soucis à se faire. Vous avez les intrants qui vous sont donnés, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Vous bénéficiez de l'encadrement des experts, ce qui n'est pas le cas partout, mais tout cela a bien un coût. Et le gouvernement a dit, il faut que vous vous en souveniez, c'était l'engagement du chef de l'État que c'est 60% du prix CAF qui sera reversé aux producteurs. Et jusqu'à présent, cet engagement a été tenu. C'est cet engagement qui permet, lorsqu'il y a une dépression de prix, de le maintenir à un certain niveau. Il y a eu une période où si on voulait appliquer les prix du marché, on allait se retrouver entre 700 et 800, mais on a maintenu à 1000 francs. Parce que justement, il y a de la réserve. Donc c'est notre politique, une politique, je dirais, de stabilisation qui a été mise en place depuis le président Houphouët-Boigny, qui a fonctionné, qui est respecté et qui fait que les producteurs de cacao dans notre pays bénéficient de beaucoup plus d'infrastructures sociales que dans d'autres pays. Bonjour Monsieur le Ministre. Aristide Autrey, journaliste au quotidien L'Avenir. Alors, dans le courant de la semaine passée, on a eu cette information selon laquelle M. Soro Guillaume a présenté ses excuses, a demandé pardon au président de la République et pour les torts qu'il lui a causés. Alors, est-ce que la condamnation qui planait sur lui est annulée? Si tel n'est pas le cas, alors va-t-il répondre de ses actes devant la justice à son retour? Merci beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui étaient condamnés, qui sont rentrés et puis qui ont vaqué à leur occupation, jusqu'à ce que certains soient graciés. Il y en a qui ne le sont pas, mais qui continuent de vaquer à leur occupation. Ils sont libres, ils voyagent, ils sortent du pays, ils rentrent. Nous sommes engagés dans une voie, celle de la paix, de la cohésion, et au nom de cela, le parquet qui a l'initiative de la poursuite ou de l'exécution des peines peut décider de mettre en œuvre telle ou telle décision de justice. Vous connaissez ma posture dessus, je ne commande pas les décisions de justice. Mais je note que dans le souci de la cohésion, beaucoup de gens qui sont condamnés vaquent à leur occupation librement, se permettent même de critiquer le régime. On ne peut pas avoir plus belle manifestation de la liberté que cela. Ben, je vous remercie. Je m'attendais à beaucoup de questions d'actualité vu le temps que nous avons mis avant de nous voir et je ne me suis pas trompé. En tout cas, merci beaucoup et puis je vous souhaite bon appétit et rendez-vous le 8 mai.